Vous êtes-vous déjà questionné sur l'origine de votre conscience? Quels sont les fondements de cette expérience intime, immédiate, qui constitue votre existence de chaque instant? Enfin, avez-vous déjà contemplé la complexité de votre corps, véhicule mystérieux de votre esprit, sans pourtant parvenir à plus de réponses tangibles? Chers spectateurs, cultivons ensemble votre curiosité, et explorons les bases de notre perception pour mieux entrevoir, peut-être, la nature profonde de ce qu'est un individu pense. Dans Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, publié en 1637, Descartes introduit le concept du solipsisme. Je pense donc je suis, ou cogito ergo sum en latin, solus signifiant seul et ipse soi-même. Le solipsisme, c'est donc être seul avec soi-même, une certitude intérieure face à un monde extérieur incertain. Cela peut sembler abstrait dans un premier temps, mais c'est assez simple. On peut l'imaginer comme ça, si tout autour de moi c'était une illusion, comme dans un rêve ou un film de science-fiction comme Matrix, il resterait au moins une chose incontestable, le fait que moi, je suis en train de douter ou de penser. Ça peut sembler abstrait de premier abord, mais on peut l'imaginer comme ça. Si tout autour de moi c'était une illusion, comme dans un rêve ou un film de science-fiction comme Matrix, il resterait au moins une chose incontestable, le fait que moi, je suis en train de douter ou de penser. Après, ce raisonnement a une conséquence un peu étonnante. Si je ne peux être sûr que de mon esprit, alors le monde extérieur, les objets ou les autres, la nature, pourrait n'être qu'une projection de ma conscience. C'est ça ce qu'on appelle le solipsisme. On peut imaginer comme si chacun vivait dans une bulle de réalité privée, sans certitude que les bulles des autres existent réellement. C'est un siècle plus tard qu'un autre philosophe vient secouer cette confiance en notre propre existence, David Hume, dans son Traité de la nature humaine, paru en 1739. Selon lui, nous ne pouvons être certains de rien au-delà de nos impressions sensibles. Il remet donc en question la causalité, l'unité du moi, et même la continuité de notre identité. Pour Hume, le moi n'est pas une entité stable, mais une simple succession de perceptions. Autrement dit, notre conscience serait une sorte de flux sans ancrage, une illusion de permanence. Pour Hume, le moi, c'est pas donc comme une statue solide, un roc, mais plutôt comme un fleuve en mouvement. L'eau y coule sans cesse, et même si on dit que c'est la même rivière, c'est jamais la même eau. Nos pensées, nos sensations et nos souvenirs se succèdent comme des vagues, et ce qu'on appelle moi, c'est rien d'autre en fait que ce flux. C'est un peu comme un film au cinéma. À la base, ce sont juste des images fixes qui défilent, mais pourtant, notre œil, il les perçoit comme une histoire continue et cohérente. Cette approche sceptique pose une question fondamentale. Si le moi n'est qu'un flux, comment expliquer la continuité apparente de notre expérience? Henri Bergson, à la fin du XIXe siècle, propose une réponse différente dans son essai sur les données immédiates de la conscience. Il rejette l'analyse du temps en unité mesurable et décrit la conscience comme une durée, un processus qualitatif, continu, où passé et présent s'interpénètrent. Contrairement à Hume, Bergson défend un moi fluide, mais réel, structuré par la mémoire et la perception. Là, Bergson explique que la conscience n'est pas une série d'instantanés collés les uns aux autres, mais plutôt une sorte de mélodie musicale. Si on coupe une chanson en petites notes isolées, on perd tout le sens, mais ce qui fait la musique, en fait, c'est le passage fluide de chaque note vers la suivante. De même, notre conscience est une continuité vivante, où passé et présent se mélangent, comme on l'a dit, comme des couleurs sur une palette. Cette conception préfigure ce que la psychologie moderne nommera plus tard le constructivisme, popularisé par Jean Piaget. À travers notre activité mentale, notre esprit fabrique un modèle intérieur du monde. Notre esprit reçoit un flot continu de stimuli, sons, images, températures, mouvements, mais il ne peut pas tout traiter et doit trier en sélectionnant la pertinence par organisation, restructuration de ces informations et en les associant à des souvenirs ou à des concepts déjà connus. Ce processus est l'activité mnémonique et permet de donner du sens à ce que l'on perçoit. Chaque perception devient alors un fragment, une construction intégrée dans un réseau plus large, celui de nos connaissances et de notre histoire personnelle. On peut comparer ça un peu comme une boîte de Lego. Notre cerveau reçoit plein de petites pièces colorées, les perceptions, mais il doit les trier et les assembler pour construire une forme qui a du sens. Sans cette organisation, on n'aurait qu'un tas de briques un peu éparpillées. Là, la mémoire joue le rôle de fil à coudre. Elle relie en fait chaque petit morceau d'expérience pour fabriquer une sorte de tissu continu. Sans ce fil, nos perceptions resteraient séparées et il n'y aurait pas d'histoire de soi. On peut voir notre conscience un peu comme une maison en construction. Elle n'existe pas toute faite dès le départ, mais elle se bâtit petit à petit avec les briques de nos expériences. Et ce que nous appelons réalité, c'est pas comme une photo parfaite du monde, c'est plus comme une peinture que nous fabriquons en permanence en choisissant les couleurs et les formes de notre mémoire et nos sens. Sans mémoire, pas de continuité. Et sans continuité, pas de moi.
Ce modèle part donc du principe que la conscience, à défaut de l'âme à qui voudra y croire, ne saurait être donnée d'emblée, mais doit se construire au fil des expériences. Autrement dit, la réalité que nous vivons, représentée par nos expériences subjectives, n'est pas un simple reflet passif du monde extérieur, mais une interprétation active, fabriquée par notre esprit, grâce à des processus cognitifs, sensoriels et mnésiques. Mais alors cet esprit, me direz-vous, d'où vient-il? Où est-il situé et surtout de quoi est-il fait? Pour répondre à cette question, la philosophie de l'esprit propose deux grandes pistes. D'une part le dualisme, qui distingue monde matériel ou physique et monde psychique ou spirituel, et d'autre part le monisme, qui considère l'unité indivisible de l'être. Alors le dualisme, c'est l'idée qu'il existe deux mondes séparés, comme si on disait qu'il y avait à la fois le logiciel, l'esprit, et le matériel, le corps, mais sans qu'ils soient réductibles l'un à l'autre. Le monisme, au contraire, c'est l'idée qu'il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance. Euh, Tout est fait de la même pâte, et ce que nous appelons esprit, c'est qu'une forme particulière de la matière qui s'organise. Nous conviendrons du choix dans cette vidéo, si vous l'acceptez, d'une approche moniste matérialiste, c'est-à-dire que nous réduirons tous les phénomènes, y compris ceux de la vie sensible et raisonnable, aux propriétés de la matière. Cet esprit s'incarne dans la matière au travers du vivant, qu'il en soit de notre esprit ou de quelque conscience de qui voudra le considérer, pour chaque créature que l'on perçoit s'animer sur Terre. Ce processus est étudié par la biologie ou science du vivant. La vie elle-même reste difficile à définir. Son ontologie, c'est-à-dire l'étude de ce qu'elle est, et ainsi la capacité de lui donner une définition précise, échappe au consensus de par sa nature et de sa méconnaissance originelle, agissant comme une boîte noire. En clair, on sait que la vie existe, mais on ne sait pas encore vraiment la définir. C'est un peu comme essayer de définir ce qu'est exactement une histoire. On sait reconnaître un conte, un roman, un film, mais trouver une définition parfaite qui englobe toutes les formes, finalement, c'est assez difficile. La seule possibilité d'étude des mécanismes de la vie ne peut donc se faire par un raisonnement déductif, opération par laquelle on établit au moyen de prémices une conclusion qui en est la conséquence nécessaire, mais au contraire par l'induction, chercher des lois générales à partir de l'observation de faits particuliers sur une base probabiliste. Celle-ci s'applique par la méthode expérimentale. Autrement dit, on ne peut pas deviner la vie en théorie comme on résout une équation. On doit au contraire observer le vivant, accumuler des expériences et en tirer des lois générales. C'est un peu comme apprendre à cuisiner, on part pas d'un grand principe abstrait, mais on goûte, on ajuste, on expérimente, jusqu'à trouver les règles qui fonctionnent. À défaut d'émerger dans des lignes de code, comme les automates cellulaires dont le premier exemple a été Le jeu de la vie de Conway, paru en 1970, ils s'incarnent dans les cellules, unité du vivant. Donc on rappelle que la cellule est la brique de base du vivant, même les organismes les plus simples comme les bactéries savent déjà s'adapter, c'est un peu comme une mini-usine autonome, capable de détecter les changements autour d'elle et d'y répondre. Dès l'étude même des plus petits organismes unicellulaires, un ensemble de mécanismes chimiques ou physiques leur permettent de réagir aux variations de leur environnement. Cette machinerie intracellulaire est opérée par une famille de molécules produites par la cellule. Les protéines, dont la structure propre et leur interaction les unes aux autres, détermineront leur fonction individuelle. Alors les protéines sont comme les outils multifonctions de la cellule en quelque sorte. Certaines sont des marteaux, d'autres des tournevis, ou d'autres encore des pinces. Et en fait, leur forme ou leur structure détermine exactement ce qu'elles peuvent faire. Un peu comme une clé. La clé, elle n'ouvre qu'une seule serrure qui correspond à sa forme. D'une manière ou d'une autre, ces informations transmises par les protéines parviennent à une autre grande famille de biomolécules, les acides ribonucléiques, support du matériel génétique, dont le plus connu est l'acide désoxyribonucléique ou ADN. Selon les besoins de la cellule, celui-ci engendre alors la production de nouvelles protéines qui elles-mêmes apporteront en retour une modification des informations apportées vers l'ADN, exerçant alors une boucle de rétrocontrôle et d'ajustement. On peut imaginer l'ADN un peu comme une immense bibliothèque. Alors en fait, il y a un acteur intermédiaire qu'on appelle l'ARN, qui en serait comme le bibliothécaire. Il irait chercher un livre précis pour donner des instructions aux ouvriers de la cellule, qui seraient les protéines. Et en fait, ces protéines, ces ouvriers, ils construisent, ils réparent ou ils détruisent selon les besoins de la cellule. Et comme sur un chantier, parfois ils signalent à la bibliothèque qu'il faut réécrire ou adapter certains plans. C'est ça la boucle de rétrocontrôle en fait. C'est un peu comme un thermostat, il mesure la température, il ajuste le chauffage, et il reprend la mesure pour réajuster si besoin. De la même façon, en fait, l'ADN fabrique des protéines, et ces protéines renvoient des infos pour dire qu'il faut soit accélérer, soit ralentir, ou soit changer la production cellulaire. Pour certaines cellules,
Ces mécanismes sont assurés de manière plus ou moins homogène dans l'ensemble du volume de cellules. Ces cellules possèdent alors simplement une membrane cellulaire afin de les délimiter de leur environnement extérieur, et un intérieur dénommé cytoplasme. Pour d'autres cellules, des structures bien délimitées et structurées occupent leur cytoplasme. On parle alors d'organites, partie fonctionnelle délimitée de la cellule par analogie aux organes d'un corps. Certaines cellules sont très simples en fait. Imaginons juste une bulle de savon remplie d'un liquide. Cette bulle, c'est la membrane cellulaire, et le liquide intérieur, c'est le cytoplasme. Tout y est mélangé de façon assez homogène, sans pièces séparées. D'autres cellules sont comme une maison avec plusieurs pièces, et chaque pièce a sa fonction, comme la cuisine, la chambre, la salle de bain. Dans les cellules, ces pièces spécialisées sont appelées organites. Certains de ces organites sont les prémices des premières spécialisations sensorielles du vivant. Un des organites le plus notable est le noyau, qui concentre la quasi-totalité du matériel génétique d'une cellule. Toutes les cellules ayant un noyau sont classées dans le domaine des eucaryotes, ou vrais noyaux en grec, absents chez les bactéries et les archées. Le noyau, c'est comme le coffre-fort de la cellule, il garde bien protégé l'ADN, le plan directeur de la vie. Les cellules qui possèdent ce coffre-fort sont appelées eucaryotes. Celles qui n'en ont pas, comme les bactéries ou les archées qu'on vient de voir, elles gardent leur plan de construction en vrac, directement dans le cytoplasme. Selon leurs caractéristiques, les êtres vivants peuvent être placés dans des arbres, les plaçant sur des branches plus ou moins proches, en fonction des caractères homologues qu'ils partagent, comme celle du noyau que nous venons de voir. Alors on peut représenter toutes les formes de vie comme une sorte d'immense arbre généalogique, où chaque branche est un groupe d'organismes, et plus deux branches sont proches, plus les organismes qu'elles portent partagent des ancêtres communs. Le noyau, par exemple, c'est une branche qui sépare les eucaryotes, ceux avec les noyaux, des prokaryotes, ceux sans noyau. Pour les organismes multicellulaires, une différenciation cellulaire selon la localisation amène à une contrainte émergente de centralisation de l'information précieuse, dont le pinacle sera celle développée dans le règne animal, du latin anima, souffle ou âme. En termes de poids sur Terre, les animaux ne constituent pourtant qu'une extrême fraction de toutes les autres formes de vie, mais représentent pourtant une complexité exemplaire parmi l'ensemble du vivant. À noter que tous les animaux partagent avec les champignons, mais aussi un tas d'autres clades, un caractère homologue qu'on ne retrouve pas chez les autres eucaryotes, ce qu'on appelle dans ce contexte une synapomorphie. Ils sont en effet propulsés par un flagelle unique et non tracté. Cette caractéristique se retrouve dans les cellules du sperme des animaux et des spores de champignons aquatiques. De ce fait, les animaux et les champignons, fungus, appartiennent au clade des opistoconta, du grec opisto derrière et kontos flagelle. Chez l'homme, on le retrouve sous la forme du spermatozoïde, une des rares cellules motiles de l'organisme, contrairement finalement à la très grande majorité des organismes eucaryotes unicellulaires, qu'on appelle protistes. Autrement dit, les animaux et les champignons sont des cousins éloignés. Ils ont un lien qui se voit dans une caractéristique partagée, leur cellule mobile, comme le spermatozoïde chez nous. Il est poussé par un flagelle à l'arrière, comme une sorte de nageoire de poisson. Mais au contraire, chez d'autres organismes, c'est l'inverse en fait. Ils sont tirés par leur flagelle à l'avant, pas à l'arrière donc, comme un moteur placé devant une barque. À l'exclusion des éponges, la solution partagée par tous les autres animaux, regroupés dans le sous-règne des eumétazoaires, propose majoritairement par la présence d'un système nerveux. Eumétazoaire, du grec vrai, méta au-delà, et zoa, être vivant, animal. Voilà, pour résumer, les eumétazoaires sont des animaux qui ont des tissus organisés, comme le muscle, la peau, les nerfs, et on les oppose aux éponges, qui ressemblent davantage à un amas de cellules lâches qui fonctionnent ensemble, sans être vraiment spécialisés, un peu comme un groupe d'individus sans chef. Une des particularités qui unifie ce groupe est la présence dans l'embryogenèse de l'étape de la gastrulation. Mais alors vous me direz, qu'est-ce que c'est l'embryogenèse ? L'embryogenèse est un exemple de morphogénèse, ensemble de lois qui déterminent la forme, la structure des tissus, des organes et des organismes. Et il fait partie de l'ontogénèse, développement progressif d'un organisme depuis sa conception jusqu'à sa mort. Embryon vient du grec embryen, qui naît à l'intérieur d'eux, organisme en développement depuis la première division de l'œuf, zygote, jusqu'au stade où les principaux organes sont formés. Et genèse, manière dont une chose se forme, se développe. Tout commence donc avec une unique cellule, le zygote. À partir de là, l'embryogenèse se met en place par une série d'étapes, dont la présence ou l'absence permettra de classer les êtres vivants en différents clades. D'abord la segmentation, le zygote se divise pour former une morula, une boule compacte de cellules,
Puis un blastocyste, une sphère creuse constituée de plus d'une centaine de cellules et contenant une cavité remplie de liquide appelé blastocèle. Quand un embryon commence à se former, il débute comme une boule pleine qui va se diviser, se diviser, se diviser, jusqu'à devenir une sphère creuse de cellules. En fait, c'est ça ce qu'on appelle la blastula, et on peut le comparer à peu près à une bulle de savon qui serait constituée de cellules. Alors petit aparté, c'est à ce stade que l'on peut réaliser un test génétique préimplantatoire dans le contexte de la fécondation in vitro ou FIV. La FIV consiste à extraire des cellules reproductrices ou gamètes, mâles et femelles, afin d'augmenter drastiquement la probabilité de fécondation en contrôlant microscopiquement leur rencontre dans une éprouvette. In vitro signifiant dans du verre en latin. L'objectif du test génétique préimplantatoire est alors de détecter d'éventuelles anomalies génétiques avant l'implantation, pour éviter les transmissions de maladies génétiques graves. On parle d'eugénisme, appliqué dans ce cas pour le bien du futur bébé, mais l'histoire a pu nous dévoiler des visages un peu plus sombres de son application. Le test est à ce stade car chacune des cellules de l'embryon sont dites totipotentes, c'est-à-dire capables de redonner la totalité de l'embryon, et même chez certains animaux de donner des annexes embryonnaires. C'est le blastocyste qui sera inséminé au sein de l'utérus de la future maman. Au-delà de cette première étape de segmentation, très vite la spécialisation en tissu commence. S'ensuit une étape intermédiaire pour certains eumétazoaires, la prégastrulation. Deux premières couches cellulaires se forment. D'abord l'épiblaste, qui donnera plus tard l'embryon, et l'hypoblaste, à l'origine de certaines structures comme la vésicule vitelline. C'est à ce moment que se forment les premières cavités, cavités amniotiques, cavités vitellines et choriales. On peut voir la prégastrulation en fait comme la pose des toutes premières fondations de l'embryon. L'épiblaste, c'est comme une feuille de papier sur laquelle on va faire un origami pour lui donner une forme en 3 dimensions. L'hypoblaste, c'est une sorte de couche de soutien de l'épiblaste, et même s'il ne donne pas directement naissance à l'embryon, il a quand même un rôle essentiel parce qu'il va donner une sorte de sac nutritif qui va nourrir le futur embryon. C'est la vésicule vitelline. Vient ensuite l'étape de la gastrulation. Une structure appelée blastopore apparaît sur l'épiblaste, qui marque le début de la mise en place du plan du corps. L'épiblaste s'invagine, s'engouffre dans le blastopore, et progresse sur toute la longueur de l'embryon en formant une ligne centrale. C'est ce moment clé qui pose le plan d'organisation anatomique, avec un axe antérieur et postérieur. Voilà, pour résumer simplement, c'est un peu comme si on avait une boule de pâte à modeler qui commençait à se creuser, à se replier sur elle-même, pour dessiner les grandes lignes d'un futur corps. Avec cette étape, on va enfin avoir une direction avec un haut, un bas, un devant et un derrière. Et l'embryon, il cesse d'être un disque plat, une sorte de feuille de papier finalement, et il devient une ébauche d'un animal organisé en 3 dimensions, en acquérant la dimension du volume. Chez les deutérostomiens, l'eutéros second et stoma bouche, celui-ci apparaît au niveau du futur anus, tandis que pour les protostomiens, proto premier stoma bouche, il apparaît au niveau de la future bouche. Pour simplifier, en fait, selon les grands groupes d'animaux, la gastrulation ne construit pas le corps dans le même ordre. On peut voir ça un peu comme la construction d'un tunnel. On peut commencer par la fin ou par l'entrée au début, mais les deux vont finir par se rejoindre. Chez les bilatériens, c'est-à-dire tous les animaux eumétazoaires sauf les cnidaires et les cténophores, l'embryon forme alors 3 couches de tissu issues de l'épiblaste, empilées selon le futur axe dorso-ventral de l'embryon. L'ectoblaste, le mésoblaste et l'endoblaste. On obtient alors un embryon tridermique, prêt à continuer son développement. Ces 3 couches donneront naissance à tous les organes. Chez les cnidaires et les cténophores, seules 2 couches sont formées, la couche intermédiaire étant remplacée par un tissu peu cellulaire nommé mésoglé. La couche intermédiaire, donc chez les bilatériens, nommée mésoblaste, il leur est spécifique et donnera chez certains deutérostomiens la notocorde, partagée par tous les cordés. Alors petite parenthèse, il est à noter que chez les amniotes, le blastopore est remplacé par la ligne primitive, qui assure par ailleurs le même rôle. L'étape de la prégastrulation fut plutôt aussi spécifique aux amniotes. Vient ensuite l'un des événements majeurs après la gastrulation, qui est la neurulation. Le neuroectoderme, issu de l'ectoblaste que nous venons de voir, commence à se plier sur lui-même. Ce repli forme progressivement le tube neural, qui deviendra la moelle épinière et le cerveau. C'est là que tout commence pour le système nerveux. À partir de ces structures simples, des milliards de neurones vont se différencier, migrer, s'organiser. Et chez certaines espèces, ce système devient si complexe qu'il donne lieu à la pensée, la mémoire, la conscience.
Alors la neurulation, c'est pas simple, j'ai essayé d'expliquer, un peu quand même. Ça commence avec une plaque de cellules, à la surface de l'embryon, comme vous l'avez compris. Cette plaque, elle va se plier et elle va finir par, se refermer pour former un tube. L'embryon, à ce stade, c'est un tube. Ça va être le tube neural. Et plus tard, ce tube deviendra le cerveau à une extrémité et la moelle épinière à l'autre extrémité. En fait, on peut comparer ce processus toujours, en utilisant la métaphore de la feuille, à une feuille, qu'on va enrouler pour former un cylindre. C'est comme tracer le câblage électrique principal d'une maison ou une autoroute sur laquelle va venir finalement par la suite se brancher de nombreuses autres routes secondaires. Chez les protostomiens, contenant les arthropodes, dont les insectes, les arachnides, mais comportent aussi les mollusques et les annélides, le cordon est ventral, tandis que chez les deutérostomiens, comme nous les vertébrés ou les échinodermes, il est dorsal. Ce tube neural est la structure de base du futur du système nerveux central. En d'autres termes, chez certains animaux, le câble principal qui transmet l'information nerveuse se trouve sous le corps, et chez nous ou d'autres animaux apparentés, il se trouve au-dessus, donc le dos. Si on reprend encore la métaphore de la maison, c'est comme si la colonne électrique du système nerveux était placée sous le plancher ou au-dessus du plafond, selon le type d'animal. Dans le règne animal, une étape évolutive cruciale a été la céphalisation, la concentration de neurones vers une extrémité du corps, ce que l'on appelle communément la tête. Cela a permis aux organismes d'intégrer plus rapidement les informations venant de leur sens et de prendre des décisions plus fines pour interagir avec leur environnement. Alors la céphalisation, c'est un peu comme une sorte d'invention de la tête pour le vivant. Au lieu d'avoir des neurones répartis un peu partout, les animaux ils vont concentrer un centre de commandement à l'avant et ça leur permet de traiter finalement plus vite l'information, juste derrière des capteurs sensoriels. C'est un peu comme un ordinateur central, quoi. La céphalisation débute par la différenciation du tube neural. La partie antérieure donnera naissance au cerveau, tandis que la partie postérieure donnera naissance à la moelle épinière. La partie antérieure du tube commence à se dilater et à se segmenter en vésicules, des renflements remplis de liquide. Pour les vésicules, imaginez tout simplement un ballon allongé qui gonfle plus à une extrémité qu'à une autre. Ces gonflements, c'est là où vont se développer les futures grandes régions du cerveau. 3 vésicules primaires apparaissent, le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombocéphale. Ces vésicules vont à leur tour se subdiviser, on passe alors de 3 vésicules à 5 vésicules secondaires cette fois, donc le télencéphale, le diencéphale, les encéphales et l'encéphale, et la moelle spinale. Le télencéphale est à l'origine des hémisphères cérébraux, qui constituent la majorité de notre cerveau, partagés par tous les gnatostomata ou vertébrés à mâchoire. Ces vésicules secondaires, c'est un peu comme si le cerveau en développement dessinait des pièces principales, toujours dans la maison, puis il ajoutait des cloisons pour former des sous-pièces. Et cela donne les grandes régions du cerveau, donc 5, qui existeront chez les vertébrés à mâchoire, dont nous faisons partie d'ailleurs, parce qu'on a un squelette et on a une bouche, donc une mâchoire. À mesure que ces vésicules grossissent, le cerveau en développement ne tient plus en ligne droite et commence à se replier à la manière d'un accordéon. Le cerveau commence à prendre sa forme définitive incurvée, avec une orientation céphalo-caudale. Ce processus de pliage il permet de faire rentrer beaucoup plus de surface cérébrale dans un espace limité, finalement, qui est inextensible, un peu comme replier un vêtement pour le faire tenir dans une valise. Ce repliement n'est pas juste mécanique, il prépare aussi la disposition des hémisphères, la stratification du cerveau, en 6 couches corticales chez les mammifères, et l'apparition du néocortex, encore une fois chez les mammifères, malgré quelques analogies chez les sauropsides. En d'autres termes, le cerveau n'est pas simplement un ballon qui gonfle, comme vous vous en doutez, il se replie selon un plan bien précis, et ce pliage il va organiser les futures parties du cerveau, comme si on pliait une feuille pour créer des compartiments. Tout à l'heure j'ai parlé rapidement des sauropsides, ça contient en fait la majorité des reptiles. Donc pas les mammifères, mais leurs cerveaux pourtant ont pas mal de points communs. Concernant le cerveau humain, dès la 6e semaine de grossesse, il ne ressemble déjà plus à celui des vertébrés plus simples. Il amorce une complexification rapide, où chaque repli, chaque segment, prépare les bases de la cognition, de la mémoire et du langage. Tout aussi bien que l'homme n'a pas le monopole du cœur, il n'a pas non plus le monopole de l'intelligence. D'autres organismes ont développé des capacités cognitives élaborées, sans ressembler pour autant au cerveau des mammifères ou même des vertébrés. En effet, on a un réseau nerveux diffus chez les eumétazoaires les plus simples, comme les cnidaires ou les cténophores, une série de ganglions reliés par un cordon ventral constitué de jonctions parallèles chez les arthropodes, et même un cerveau en forme de donut, au moins chez une partie des céphalopodes, qui laisse passer leur œsophage au centre. Leurs comportements plus ou moins sophistiqués sont étudiés par la discipline de l'éthologie.
Le cerveau orchestre donc les fonctions vitales automatiques, la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, grâce au tronc cérébral, les sensations comme la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat, le mouvement et la coordination, mais aussi des fonctions plus complexes comme l'apprentissage, la mémoire, les émotions, la prise de décision, les relations sociales, le langage et la communication, le raisonnement et la planification. En progressant dans les homologies que nous pourvoit la richesse des formes à travers l'ensemble des espèces du vivant, nous arrivons à la morphologie du cerveau humain. Certains atlas corroborés par des séries d'études anatomiques et fonctionnelles vous permettront à votre guise d'explorer les multiples structures du cerveau humain. L'efficience du cerveau repose sur l'architecture neuronale. Un neurone, c'est une cellule spécialisée, excitable, capable de transmettre une information sous forme de signal bioélectrique. Il a deux propriétés fondamentales. D'une part, l'excitabilité. Il peut détecter un stimulus, en général à partir des dendrites, et produire une impulsion nerveuse. Et d'autre part, la conductivité. Il peut propager cette impulsion jusqu'à d'autres cellules à partir de l'axone. Simplement, on peut comparer un neurone à un câble électrique très sophistiqué. Il va recevoir un signal à une extrémité, comme une antenne, et le signal, s'il est assez fort, il va se propager le long d'un fil conducteur, c'est l'axone, jusqu'à son destinataire. On parle souvent du neurone comme l'unité de base du système nerveux, mais pourtant un ensemble de cellules autres sont présentes à proximité, les cellules gliales, ou gli, véritables architectes de l'équilibre cérébral. Les astrocytes nourrissent les neurones, nettoient leur environnement et participent même à la transmission du signal. Les oligodendrocytes, eux, fabriquent la gaine de myéline, gaine qui isole les axones pour accélérer l'influx nerveux. La microglie joue le rôle de système immunitaire du cerveau, éliminant les cellules mortes et sculptant les connexions neuronales. Et les cellules épandymères font circuler le liquide cérébral dans les cavités du système nerveux central. Si les neurones sont considérés comme les câbles du cerveau, les cellules gliales sont l'équipe de maintenance qui va s'assurer que tout fonctionne bien. Alors si on reprend cette sempiternelle métaphore, les astrocytes seraient comme des jardiniers qui nourrissent et nettoient le terrain de la maison. Les oligodendrocytes comme des électriciens, parce qu'ils isolent les câbles pour que le courant aille plus vite. La microglie serait un peu les éboueurs et les sculpteurs, en éliminant les déchets et en remodelant les connexions. Et les cellules épandymères feraient office de pompe, en faisant circuler le liquide qui protège et nourrit le cerveau. Allons au sein de cette transmission d'informations. Une synapse est le point de contact entre deux neurones ou entre un neurone et une autre cellule, comme une fibre musculaire. Dans une synapse chimique, le bouton terminal du neurone émetteur libère un neurotransmetteur, comme la dopamine ou l'acétylcholine. Ce message traverse la fente synaptique, puis il est capté par des récepteurs sur la cellule suivante qui réagit. Soit elle s'active, on parle d'excitation, ou soit elle s'inhibe. Alors c'est un peu comme si un neurone envoyait une bouteille à la mer pleine de messages chimiques. Cette bouteille traverserait la fente synaptique, un peu comme un petit océan, et si la cellule voisine l'attrape, elle décide de ce qu'elle fait, soit elle en reste là, ou soit elle décide de partager le message à d'autres personnes. Chaque neurone possède des milliers de synapses, formant un réseau incroyablement dense et dynamique, le connectome. Ça signifie que le cerveau ressemble à une immense ville lumineuse la nuit, chaque neurone serait une sorte d'immeuble, et les synapses seraient les routes et les câbles qui les relient. Des milliards de signaux s'y croisent en permanence. Chez la drosophile, ce connectome est aujourd'hui cartographié à l'échelle microscopique, une prouesse technique majeure qui montre la maîtrise de la microanatomie et de la physiologie. Chez le poisson zèbre, l'activité de chaque neurone en direct peut même être monitorée en 3 dimensions. On appelle engramme la trace physique laissée par un souvenir dans le cerveau. Ce mot vient du grec en, dans, et gramma, écriture. La trace biologique de la mémoire, trace ou artefact mnémonique dans le cerveau, peut se retrouver par un souvenir, une pensée, une habitude. Et tout cela s'inscrit biologiquement dans la matière du cerveau. Donc un engramme, finalement, c'est comme une marque gravée dans le cerveau, où chaque souvenir est une sorte de sculpture microscopique dans le réseau neuronal. Mais alors si l'esprit est encodé dans la matière, est-ce qu'on ne pourrait pas le reproduire artificiellement ? En 1943, McCulloch et Pitts créent le premier modèle computationnel de neurone. C'est une abstraction mathématique du neurone biologique. Il reçoit des signaux, les additionne et produit une sortie. Pour résumer, ils ont créé un neurone en version simplifiée sur le papier, un peu comme un schéma électrique minimaliste qui imite le fonctionnement de base. On parle de modèle in silico dans la silice, le silicium étant le principal composant des puces électroniques,
comme le sable qu'on peut ramasser sur les plages d'ailleurs. Ce modèle mène quelques années plus tard à la naissance du perceptron en 1957, la première machine capable d'apprendre par expérience. Aujourd'hui, on parle de réseaux de neurones artificiels, d'intelligence artificielle et même de cerveau synthétique. Mais au fond, ces machines pensent-elles vraiment ou ne font-elles que simuler des pensées? À travers des bases philosophiques, biologiques, embryologiques, phylogénétiques et neurologiques, nous avons tenté ensemble d'explorer des origines de la pensée consciente, en passant par l'organisation du vivant, la formation et le support de l'information dans le cerveau. L'esprit, cette entité difficile à saisir, nous semble émerger d'un tissu de neurones. Mais s'agit-il d'un simple produit biologique ou d'un phénomène irréductible? Une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'explorer ce mystère.